Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Kif D, l'homme lié au meurtre de Tupac, tremble derrière les barreaux de la prison? Depuis qu'il a été arrêté pour le meurtre de l'icône noire Tupac Shakur, le sommeil est la dernière chose que Kif D va perdre en prison. Il est déjà difficile pour un criminel normal de survivre en prison, mais pour quelqu'un qui a une cible dans le dos, ce sera l'enfer. Dans cette vidéo, un chef de gang explique pourquoi Kif D a peur en prison. Kif D ciblé en prison. Les événements ont pris une tournure choquante. Duane Kefedi Davis, un ancien chef de gang, a été arrêté et fait l'objet d'une inculpation dans le cadre du meurtre du célèbre rappeur Tupac Shakur. Mais cette arrestation n'a pas seulement fait naître un espoir de justice, elle a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité de Kefedi en prison. En raison de sa notoriété, Kefedi peut devenir la cible d'autres détenus désireux de se faire un nom. Les dangers de la vie carcérale sont bien connus et les détenus qui jouissent d'une certaine notoriété font souvent l'objet de menaces et de violences de la part d'autres détenus qui cherchent à se faire respecter ou à asseoir leur domination. Kefedi devra être prudent et vigilant pour assurer sa propre sécurité derrière les barreaux. Kif D est l'homme qui a mis fin au mystère entourant le meurtre du célèbre rappeur noir Tupac Shakur. Tout a commencé par une intense rivalité entre deux gangs notoires, les Southside Compton Crips et les Mob Piru Bloods. Ces rivalités étaient alimentées par une histoire violente de guerre des gangs, chaque partie cherchant à affirmer sa domination et à protéger son territoire. Tupac, figure éminente de l'industrie du rap, s'est retrouvé pris entre deux feux de cette querelle mortelle. Dans la nuit du 7 septembre 1996, après avoir assisté à un match de boxe à Las Vegas, Tupac a été brutalement abattu de plusieurs balles lors d'une fusillade en voiture. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succombe tragiquement à ses blessures 6 jours plus tard. L'enquête sur le meurtre de Tupac a souffert d'un manque de témoins et de coopération de la part des personnes impliquées. Toutefois, des développements récents ont permis de faire la lumière sur l'affaire. Kefedi, figure emblématique du Southside Compton Crips, a été identifié comme une personne d'intérêt dans l'affaire du meurtre. Son arrestation a ravivé l'intérêt pour l'affaire et suscité l'espoir que justice soit enfin rendue. Mais le chemin vers la justice est semé d'embûches. L'implication de Kefedi dans le meurtre de Tupac s'accompagne d'une foule de dangers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Les Southside Compton Crips, connus pour leurs tactiques impitoyables, surveilleront de près si Kefedi révèle des informations susceptibles d'impliquer d'autres membres du gang. Kefedi se trouve donc dans une situation précaire, car il doit naviguer dans les eaux troubles de la vie carcérale tout en se protégeant contre d'éventuelles représailles. Dans le monde impitoyable des gangs et de la violence, les alliances sont cruciales pour la survie. Kefedi devra se rapprocher des Southside Compton Crips pour se protéger, mais cela ne suffira peut-être pas. Les rivalités entre gangs et les luttes de pouvoir au sein du système carcéral peuvent être mortelles, et Kefedi doit rester sur ses gardes à tout moment. Si les prisons d'État offrent généralement un environnement plus sûr que les prisons fédérales, elles ne sont pas exemptes de risques. Les détenus condamnés pour des crimes moins violents, tels que le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent, peuvent toujours constituer une menace. La violence des gangs est constante et les conflits peuvent éclater à tout moment. Les menaces constantes et les attaques ciblées sur la vie de Kif D ont créé un environnement tendu et dangereux à l'intérieur des murs de la prison. Ces co-détenus, animés d'un désir de vengeance ou d'un sens tordu de la justice, se sont donnés pour mission de faire payer Kif D pour ses crimes présumés. La violence et la brutalité auxquelles Kif D est confronté quotidiennement sont inimaginables pour la plupart des gens, mais pour lui, elles sont devenues une sinistre réalité. La survie en prison est un combat permanent, et Kif D a dû s'adapter aux dures réalités de la vie derrière les barreaux. Il a dû se fier à son instinct et à son intelligence de la rue pour naviguer dans les eaux traîtresses du système carcéral. Chaque jour est une lutte pour rester en vie et éviter de devenir une autre statistique dans le monde violent de la guerre des gangs. L'implication de Kif D dans le meurtre de Tupac Shakur a sans aucun doute laissé une trace de colère et de chagrin parmi les fans fidèles du rappeur. Entre les murs de la prison, certains détenus pourraient chercher à prendre les choses en main et à se venger de Kif D. L'intensité émotionnelle entourant la mort de Tupac et le désir de justice peuvent alimenter un dangereux désir de vengeance. Kif D doit être constamment conscient du risque de représailles, car sa notoriété fait de lui une cible de choix pour ceux qui cherchent à venger la mort prématurée de Tupac. Selon Reggie Wright Jr., ancien employé de Taro Records de Suge Knight et fils d'un membre d'un gang de l'unité Operation Safe Street du département du shérif de Los Angeles à Compton, Kif D a déjà fait l'objet de multiples agressions violentes dans l'attente de son procès. La situation est loin d'être réglée, car le risque de nouvelles violences est grand. Lors d'une récente interview, Reggie Wright Jr. a révélé la triste nouvelle du séjour de Kif D en prison. « J'ai entendu dire qu'il s'était déjà fait tabasser 3 fois, et cela m'a été confirmé par une très bonne source, a-t-il déclaré. Mais rien de grave, juste, vous savez,
Des coups de pied, des coups de poing, des coups. Rien de comparable à ce qu'il va recevoir quand les gars de l'enclos découvriront qu'il a dit qu'ils étaient mous. Oui, cet audio est toujours là. Tu ferais mieux d'appeler Vlad et d'essayer de le faire retirer, dit-il. La raison de ces attaques réside dans les affirmations audacieuses que Kif D a faites au sujet de ses codétenus. Dans un enregistrement audio qui circule encore, on entend Kif D les qualifier de mous. Cette déclaration désobligeante n'est pas passée inaperçue et les détenus sont impatients de faire payer à Kif D son manque de respect. La gravité des attaques qu'il a déjà subies n'est rien en comparaison de ceux qui l'attendent lorsque les détenus découvriront ces remarques désobligeantes. Le danger auquel Kif D est confronté en prison ne se limite pas à la violence physique. Le milieu carcéral est en proie aux tensions et aux rivalités, en particulier lorsqu'il s'agit d'affaires très médiatisées comme le meurtre de Tupac Shakur. Les aveux de Kif D ont fait de lui une cible pour ceux qui cherchent à obtenir justice pour Tupac. Les détenus, dont beaucoup étaient des fans du rappeur emblématique, considèrent Kif D comme l'incarnation de leur colère et de leur désir de vengeance. Mob James, qui a connu Kif lors de leur guerre de quartier à Los Angeles, est convaincu que le sexagénaire a un problème qui l'attend lors du procès et s'il est condamné. Au-delà des menaces physiques, Kif D est également confronté à des tourments psychologiques au sein du système pénitentiaire. L'isolement, la surveillance constante et le manque d'intimité peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être mental d'une personne. Pour Kif D, le poids de son implication présumée dans le meurtre d'une icône de la musique ajoute une couche supplémentaire de stress psychologique. La peur constante, l'anxiété et la paranoïa qui accompagnent sa notoriété peuvent avoir un impact profond sur sa santé mentale. Le statut très médiatisé de Kif D, suspecté du meurtre de Tupac Shakur, lui impose une pression immense. Le regard des autres détenus et du personnel de la prison peut être accablant. L'attention constante et le fait de savoir que chacun de ses mouvements est surveillé peuvent créer un sentiment de paranoïa et d'anxiété. Kif D doit constamment être sur ses gardes, sachant que tout faux pas ou toute faiblesse perçue pourrait faire de lui une cible encore plus importante pour la violence. L'isolement qui accompagne le fait d'être un détenu notoire peut être incroyablement difficile pour Kif D. Le manque d'interaction sociale et le sentiment constant d'être un étranger peuvent avoir des conséquences néfastes sur son bien-être mental. Le fait de savoir qu'il est considéré comme un paria par de nombreux membres de la communauté carcérale peut entraîner des sentiments de solitude et de désespoir. Kif D doit trouver des moyens de faire face aux conséquences psychologiques de sa notoriété pour survivre. Les autorités pénitentiaires sont parfaitement conscientes des menaces auxquelles Kif D est confronté. Elles ont donc pris des mesures pour assurer sa sécurité. Kif D sera placé sous protection, à l'écart de la population carcérale générale. Il s'agit d'une mesure nécessaire pour prévenir d'autres attaques et minimiser les risques pour sa vie. Cependant, même en détention préventive, la peur et la tension constante auront sans aucun doute un impact sur le bien-être mental et émotionnel de Kif D. Les attaques contre Kif D mettent en évidence la nature volatile de la vie carcérale et les conséquences potentielles de ses aveux. Le système carcéral, bien que conçu pour réhabiliter et protéger, peut aussi être un terrain propice à la violence et à la vengeance. Les actions de Kif D ont fait de lui un homme marqué et il devra naviguer dans cet environnement dangereux dans un avenir prévisible. Southside Compton Crips contre Mob Piru Bloods. La rivalité entre les Southside Compton Crips et les Mob Piru Bloods est profonde et remonte à plus loin que la mort tragique du célèbre rappeur Tupac Shakur. Dans les années 1970, Compton était un haut lieu de l'activité des gangs, avec diverses factions qui se disputaient le contrôle des rues. Les Kelly Park Compton Crips et les Neighborhood Compton Crips dominaient la majeure partie du territoire, laissant la zone située à l'ouest du Long Beach Boulevard en friche. C'est dans ce vide que les Southside Compton Crips ont émergé, revendiquant les rues et établissant leur présence. L'épidémie de crack des années 1980 et 1990 a alimenté la montée en puissance des Southside Compton Crips. Ils ont profité du chaos pour ouvrir de nombreuses maisons de la drogue sur leur territoire, renforçant ainsi leur contrôle et leur influence. Leur réputation de violence et leurs tactiques impitoyables se sont accrues, faisant d'eux l'un des gangs les plus craints et les plus respectés de Compton. Si les Southside Compton Crips ont marqué les rues de Compton de leur empreinte, leurs rivaux, les Mob Piru Bloods, ont leur propre histoire qui se mêle à celle de la Grande Alliance des Bloods. Les origines de l'Alliance des Bloods remontent à la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsqu'un gang appelé Piru Street Boys a été formé par Sylvester Scott et Vincent Owens. D'abord associés aux Crips, les Piru Street Boys se sont ensuite brouillés, ce qui les a conduits à se séparer des Crips. Certaines sources affirment que les Piru Street Boys ont été victimes des Crips, tandis que d'autres contestent toute alliance. Quoi qu'il en soit, en 1972, les Piru Street Boys ont formé une alliance avec d'autres gangs de rue plus petits, dont les Brim, les Bishop et les Denver Lane, qui s'opposaient également aux Crips. Cette alliance est connue sous le nom de Bloods, les membres se désignant les uns les autres par le terme « sang ». Au sein de l'Alliance des Bloods, plusieurs groupes ont vu le jour, dont les Mob Piru Bloods. Selon Reggie Wright Jr.,
Les Mob Piru et les Luder Park Piru faisaient autrefois partie du même gang jusqu'à ce qu'ils se séparent. Les Mob Piru Bloods ont établi leur présence à East Compton et South Linwood, devenant une force avec laquelle il faut compter. Les Mob Piru Bloods ont gagné en notoriété grâce à leur association avec Death Row Records, un label cofondé par Suge Knight. Knight, lui-même ancien membre d'un gang, s'est affilié au groupe Mob Piru et a embauché nombre de ses membres au sein de Death Row Records. Cette affiliation s'est étendue à des figures notables du gang, dont Wardell Pucci Fouz, impliqué dans le meurtre de The Notorious B.I.G. Fouz a connu une fin tragique le 24 juillet 2003, lorsqu'il a été abattu. Trevon Trey Lane, un autre membre de Mob Piru Bloods, s'est retrouvé au centre de la fameuse altercation au Lakewood Mall qui a finalement conduit à l'assassinat de Tupac Shakur. Lane a été attaqué par un groupe de Crips, dont Orlando Anderson, et sa chaîne en or de Death Row Records a été volée. À la suite de cet incident, Lane, ainsi que plusieurs membres de Death Row, dont Suge Knight et Tupac Shakur, ont cherché à se venger. Cette rencontre a ouvert la voie aux événements fatidiques qui se sont déroulés le 7 septembre 1996 à Las Vegas. Shakur, Knight et plusieurs associés de Death Row Records, dont Lane, se sont rendus à Las Vegas pour assister à un match de boxe. À l'hôtel MGM Grand, Lane aperçoit Anderson, ce qui déclenche une confrontation. Shakur, connu pour son affiliation au Mob Piru Bloods, est intervenu et a demandé à Anderson s'il venait du Sud, faisant référence aux Southside Compton Crips. La tension est montée d'un cran et une bagarre a éclaté. Après la bagarre, Tupac, Knight et leur entourage quittent les lieux, mais les tensions sont loin d'être apaisées. Plus tard dans la nuit, ils assistent à une after-party au club 662, propriété de Knight. À leur insu, Davis préparait ses représailles pour l'altercation précédente. Il quitte le club et récupère une arme à son domicile, bien décidé à se venger. Vers 23h, Tupac et Knight roulaient dans la BMW noire de Knight près du strip de Las Vegas lorsque la police les a arrêtés. Les policiers les ont verbalisés pour avoir mis de la musique à fond et n'avoir pas correctement affiché la plaque d'immatriculation du véhicule. Heureusement, ils ont été relâchés sans avoir reçu de contravention après que Knight a réparé les plaques de la voiture. Vers 23h15, la BMW s'est arrêtée à un feu rouge à l'intersection de Flamingo Road et de Koval Lane, à un pâté de maisons du strip. Dans une tournure d'événements effrayante, une Cadillac blanche s'est tranquillement glissée à côté du véhicule de Knight. Un bras est sorti de la vitre arrière, brandissant une arme à feu. Sans crier gare, le tireur a lancé une pluie de balles sur la BMW, visant Tupac. En quelques secondes, plus d'une douzaine de balles ont été tirées, touchant Tupac à 4 reprises, dont 2 balles dans la poitrine. Knight, par miracle, n'est qu'effleuré par un fragment de balle. La Cadillac blanche a rapidement quitté les lieux, laissant Tupac lutter pour sa vie. La police et les secours sont arrivés sur les lieux vers 23h20. Tupac a été transporté d'urgence à l'hôpital University Medical Center of Southern Nevada, où il a subi de multiples interventions chirurgicales. Malgré les efforts des professionnels de la santé, Tupac succombe à ses blessures le 13 septembre 1996, décédant d'un arrêt cardiaque à l'âge de 25 ans. Le meurtre choquant de Tupac Shakur a déclenché une violente guerre des gangs entre les Bloods et les Crips à Compton. Des fusillades de représailles ont eu lieu, faisant de nombreux morts et blessés. Les forces de l'ordre ont réagi en effectuant des descentes dans les maisons de membres connus des gangs, dont celle d'Anderson, mais ce dernier a finalement été relâché faute de preuves suffisantes le reliant directement au meurtre de Shakur. Selon le point de vue de Keefe D, il se trouvait sur le siège passager d'une Cadillac blanche avec Terrence Bubble Up Brown au volant, tandis qu'Orlando Baby Lane, Anderson et DeAndre Freaky Smith se trouvaient sur le siège arrière. Il a affirmé que les coups de feu mortels avaient été tirés depuis la banquette arrière de sa Cadillac blanche, mettant en cause des personnes de son entourage. Il a également admis avoir armé le tireur, organisé la poursuite et détruit des preuves. Anderson, qui a nié avoir participé à l'assassinat de Shakur, est mort 2 ans plus tard dans une fusillade entre gangs sans rapport avec l'affaire. L'implication des Southside Compton Crips dans l'assassinat de Tupac Shakur les a fait entrer à jamais dans l'histoire des gangs. Leurs actions ont non seulement coûté la vie à un artiste bien aimé, mais elles ont également attisé les flammes d'un paysage des gangs déjà instables. Les répercussions de cette nuit fatidique continuent de se faire sentir dans les rues de Compton. L'arrestation et le procès de Keefe D. Le vendredi matin, à l'aube, Keefe D a été arrêté alors qu'il effectuait une promenade de routine près de son domicile, dans la banlieue de Las Vegas. Cette arrestation en a surpris plus d'un, car l'affaire n'avait pas été résolue depuis près de 30 ans. Cette arrestation est le résultat des efforts incessants des forces de l'ordre, qui étaient déterminées à rendre justice aux victimes et à leurs familles. Keefe D, aujourd'hui âgé de 60 ans, est depuis longtemps connu des enquêteurs comme l'un des 4 suspects identifiés au début de l'enquête. Bien qu'il ne soit pas considéré comme le tireur présumé, les autorités l'ont décrit comme le chef du groupe impliqué dans le crime. Son arrestation a fait naître l'espoir que la vérité sur la mort tragique de Tupac Shakur soit enfin révélée. L'arrestation de Keefe D a marqué un tournant dans l'enquête.
en donnant un nouveau souffle à une affaire qui était restée sans suite pendant des années. Ce sont les commentaires publics de Keefe D, lors d'interviews et dans ses mémoires de 2019, Compton Street Legend, qui ont ravivé l'intérêt pour l'affaire et conduit à la reprise de l'enquête. La volonté de Keefe D de parler ouvertement de son implication dans le crime a fourni aux forces de l'ordre les preuves cruciales dont elles avaient besoin pour aller de l'avant. L'arrestation de Keefe D n'a pas seulement apporté un espoir de justice, elle a également mis en lumière le réseau complexe de rivalités et de tensions qui ont marqué la scène hip-hop au milieu des années 1990. L'enquête a révélé l'existence d'un fossé profond et croissant entre Death Row Records, le label de Shakur, et Bad Boy Records, qui avait des liens avec Keefe D et représentait Biggie Smalls, le rival de Shakur dans le monde du rap. Cette rivalité, souvent appelée West Coast-East Coast Feud, a joué un rôle important dans les événements qui ont conduit à la mort prématurée de Shakur. Keefe D a été inculpé de meurtre dans le cadre de l'assassinat du rappeur Tupac Shakur en 1996. Bien qu'il ne soit pas le tireur présumé, Davis a été identifié comme le chef du groupe impliqué dans le crime. Son arrestation a fait naître un espoir de justice après des années de silence autour de l'affaire. L'enquête a mis en lumière la rivalité profonde entre Death Row Records et Bad Boy Records, qui a joué un rôle important dans les événements qui ont conduit à la mort de Shakur. L'enquête sur Keefe D s'est appuyée sur une combinaison de témoignages, de preuves médico-légales et de recherches approfondies pour reconstituer les événements qui se sont déroulés lors de cette nuit tragique. D'anciens associés de Keefe D, des amis de Tupac Shakur et des officiers de police à la retraite impliqués dans l'affaire dès le début ont fourni des informations cruciales sur les circonstances entourant le meurtre. La poursuite de la justice a été compliquée par le passage du temps, qui a érodé certaines preuves matérielles et rendu difficile la collecte de nouvelles pistes. Toutefois, les progrès de la technologie médico-légale et le dévouement des forces de l'ordre ont permis de réexaminer les preuves existantes et d'identifier de nouvelles pistes potentielles. L'enquête a également rencontré son lot de difficultés, notamment l'intimidation des témoins et la réticence de certaines personnes à fournir des informations cruciales. Pour surmonter ces obstacles, il a fallu la collaboration de plusieurs services répressifs, l'utilisation de techniques d'enquête spécialisées et la mise en œuvre de programmes de protection des témoins afin d'assurer la sécurité des personnes disposées à fournir un témoignage précieux. Suge Knight est l'un des survivants de cette nuit-là, mais lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à témoigner contre Keefe D, il a répondu « Je ne vais pas aller à la barre et témoigner. Je ne le ferai pas à 1000%. » Il a poursuivi en disant « Et quelles que soient les circonstances, qu'il ait été impliqué ou non dans quoi que ce soit, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'aller en prison. En tant que témoin direct, il sait ce qui attend Keefe D s'il est reconnu coupable et condamné. » Récemment, de nouveaux détails sont apparus sur les problèmes de santé de Keefe Davis pendant sa détention. Selon les documents judiciaires déposés par ses avocats, l'état de santé de Keefe Davis s'est considérablement dégradé. Il n'a pas été suivi par son oncologue tous les 2 mois et la santé de son cœur s'est détériorée. Dans un effort pour contrôler son état, il a été remis sous un groupe de médicaments. Cependant, en raison des contraintes liées à son incarcération, il n'est pas en mesure de se maintenir en bonne santé. Son régime alimentaire se compose de repas fortement transformés et riches en sodium qui passent à peine pour de la nourriture. Ces conditions ont suscité des inquiétudes quant à son bien-être et ont incité ses avocats à demander sa libération. Outre ces problèmes de santé, les avocats de M. Davis ont également fait part de leurs préoccupations concernant les preuves présentées contre lui au cours de l'enquête. Ils affirment que les procureurs se sont largement appuyés sur des oui-dire et des témoignages spéculatifs au cours de la procédure devant le grand jury. Ils mettent également en doute la crédibilité de certains éléments de preuve, tels qu'un livre que Davis aurait contribué à écrire et qui s'intitule « Compton Street Legend ». Les avocats affirment que les procureurs n'ont pas identifié quelle partie du livre provenait de Davis, ce qui jette un doute sur sa pertinence dans l'affaire. En outre, ils affirment que les interviews de M. Davis, publiées sur YouTube, ont été réalisées à des fins de divertissement et pour gagner de l'argent, et que la véracité de leur contenu n'a jamais été vérifiée. Malgré ces difficultés, les avocats de M. Davis maintiennent son innocence et soutiennent qu'il devrait être libéré sous assignation à résidence avec surveillance électronique en attendant le procès. Ils soulignent que M. Davis a tourné la page sur son ancien mode de vie et qu'il est aujourd'hui un membre respecté de la communauté de Henderson, une banlieue de Las Vegas, où il vit depuis 10 ans. Alors que la date du procès approche, le monde entier attend avec impatience les détails choquants qui seront révélés dans la salle d'audience. S'il est reconnu coupable, Davis risque la prison à vie. Lors d'une audience à Las Vegas, Keefe D a été libéré sous caution pour un montant de 750 000 $, assorti d'une obligation de surveillance à domicile. Toutefois, le procureur a déclaré qu'une audience sur les sources serait organisée pour déterminer la légitimité des fonds fournis pour la caution. Ce rebondissement dans l'affaire a soulevé des questions sur l'origine de l'argent et ajoute une nouvelle couche de complexité à l'enquête en cours. L'avocat de Keefe D, Robert Arroyo, a exprimé l'espoir que son client serait en mesure de réunir suffisamment d'argent par l'intermédiaire d'une société de cautionnement pour pouvoir payer les frais.
Il a été rapporté que la famille de Keef pourrait vendre ou mettre à profit sa maison de Las Vegas pour couvrir la caution de 120 000 $ qui sera versée à la société de cautionnement. Des photos obtenues en exclusivité par The US Sun montrent le fils de Keef, Duane Davis Jr., souriant à son téléphone à l'extérieur de sa maison peu après que son père a été libéré sous caution. Ce développement a apporté un sentiment de soulagement à la famille de Keef, qui est impatiente de le voir rentrer chez lui dès que possible. Toutefois, le procureur a insisté sur le fait que les fonds fournis pour la caution doivent être prouvés comme provenant de sources légitimes. Une audience à la source sera organisée pour examiner les questions financières et s'assurer que l'argent ne provient pas de sources de revenus criminels ou illégitimes. Cette exigence souligne le besoin de transparence et de responsabilité dans la procédure judiciaire. Bien que la caution ait été accordée, la libération de Keef D est subordonnée à l'issue de l'audience sur la source et à l'application de conditions strictes de mise en liberté. Le juge examinera attentivement les preuves et les informations présentées concernant la source de la caution. Cette audience jouera un rôle crucial pour déterminer si Keef D sera autorisé à attendre son procès en dehors de la détention. L'équipe de défense, dirigée par Robert Arroyo et Charles Cano, a fait valoir que Keef D n'est pas un danger pour la communauté et qu'il devrait être libéré sous caution. Ils soutiennent que Keef a pris ses distances par rapport à ses activités criminelles passées et qu'il est sorti de la délinquance depuis plus de 10 ans. Ils affirment également que l'affaire contre Keef a déjà été jugée sur YouTube et que ses aveux ont été faits pour la gloire, la fortune et le divertissement. L'équipe de défense estime que la mise en liberté sous caution de Keef D, assortie d'une surveillance appropriée, est une solution raisonnable dans l'attente du procès. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, la date du procès se rapproche. Le procès est prévu pour le 3 juin. L'issue de cette affaire très médiatisée aura sans aucun doute un impact significatif sur l'héritage de Tupac Shakur et sur la communauté hip-hop dans son ensemble. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes vidéo de votre écran.